Bonjour, bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde via Paris et les ateliers de couture de Stéphane Rolland. Paris qui, comme vous le savez, se prépare à défiler. Ça commence demain. En attendant de voir toutes ces merveilles, Nec Plus Ultra vous propose de vous faire rêver, de tenter de vous faire rêver. Sommaire. Pour débuter, cap sur Marrakech à l'occasion d'un prix littéraire qui est aussi un festival des saveurs. Les plus célèbres ateliers des métiers du luxe nous ouvriront ensuite leurs portes et lèveront un voile sur le secret de leur savoir-faire. L'instant mode mettra en lumière une saga familiale qui porte l'art de la fourrure au sommet. Nous suivrons enfin deux trentenaires bien décidés à faire entrer l'art contemporain dans notre siècle. À l'occasion du prix littéraire de la Mamounia qui récompense un auteur maghrébin, le Palace marocain a réuni 3 chefs exceptionnels pour un week-end où l'esprit et les papilles étaient à la fête. Faire rayonner la littérature marocaine d'expression francophone au-delà du cercle trop convenu des prix parisiens, c'est le pari osé que propose le trophée littéraire de la Mamounia décerné à Marrakech. Pour cet événement phare de la saison culturelle marocaine, un jury et des invités triés sur le volet. Une assemblée réunie dans le cadre enchanteur du Palace marocain, symbole d'un art de vivre au sommet du raffinement, avec 3 des meilleurs chefs du moment, une occasion en or de célébrer en mots et en saveurs l'histoire d'une renaissance. Nous cherchions une idée pour célébrer le premier anniversaire de la réouverture de la Mamounia, le 29 septembre 2010. Et à ce moment-là, nous nous sommes dit, eh bien, pourquoi pas donc un prix littéraire. C'est comme ça que l'idée donc a germé et qui permettrait aussi donc un rayonnement, n'est-ce pas, de la littérature marocaine. Donc nous voulions reconnaître les auteurs marocains écrivant des œuvres en français, car ça nous permettait à ce moment-là aussi donc d'inclure tous les pays francophones. Nous avons une dizaine d'œuvres qui sont en lice pour cette année. C'est assez éclectique d'ailleurs, et ce qui, je trouve, est très représentatif de toute façon de la richesse aujourd'hui de la littérature marocaine. Et donc nous attendons tous avec impatience pour connaître le lauréat. À l'image des liens tissés par les 10 écrivains en lice entre leur culture d'origine et la langue de Molière, les organisateurs ont tissé d'autres liens du côté des cuisines entre gastronomie locale et goût venu d'ailleurs. À tout seigneur, tout honneur, c'est le chef maison Rachid Agoré qui ouvre ce bal culinaire. Une bonne cuisine marocaine, c'est pas le minute. Déjà, il faut de la patience, faire revenir tout doucement, mijoter petit heure, mouiller un petit peu. Il ne faut pas mouiller tout à la fois. Et il faut de la patience, il faut revenir. C'est-à-dire, le résultat, il vient avec le temps. Un chef qui a pris le temps de regarder faire sa maman quand il était enfant. Le secret pour moi, c'est la maîtrise et avoir une conscience, bien sûr, du produit, de la valeur du produit qu'on a. Aujourd'hui, je fais du homard, par exemple. Je travaille du homard. On a un plat aussi, la tagine de homard, c'est un plat qu'on ne trouve pas. La pastilla, c'est pastilla aux pigeons, pastilla aux fruits de mer. Par exemple, pour le menu de ce soir, une pastilla à base de lotte, avec des aubergines fumées, du pourpier. C'est original. Ça, on ne trouve pas. Mais tout ça, c'est des créations. Bien sûr, ça demande du temps. Et je crois que c'est ça. Le restaurant français du lieu est confié à Jean-Pierre Vigato, déjà aux commandes du célèbre Apicius à Paris. Il est bien connu pour créer des compositions gustatives autour du produit. À la tête de sa brigade, notre toqué parisien se voilà lancer un nouveau défi mamouniesque. Ils ont trouvé, c'est pour ça que je suis là, que la cuisine faite comme on l'a fait chez Apicius, c'était ce qu'ils voulaient restituer, c'est-à-dire pas ajouter du chichi au palace. Voilà. Et comme moi, je fais une cuisine qui est très proche du produit. Alors ici, elle est facile à réaliser pour certaines choses, elle est un peu plus compliquée pour d'autres parce qu'on a plein de très jolis produits. Puis il y a des produits d'Apicius qui nous manquent ici. Bon, les viandes, entre autres, sont des viandes halal, donc il faut qu'on trouve des ajustements en fonction des produits. Alors là, c'est des asperges qui sont cuites à l'anglaise. Là, comme un petit velouté d'asperges, elles ont été chemisées, tu vois, elles sont habillées avec une tranche de comté qu'on a fait juste fondre dessus, comme ça. Le bar, il est juste rôti comme ça. Alors, pas de chichi, hein. Huile d'olive, voilà.
Moi, c'est un plat que j'aime beaucoup parce que j'aime les plats très... moins il y en a, mieux je me porte. Autre ambiance et nouvelle partition aux notes essentielles venues d'Italie, Alfonso Locarino, dit Don Alfonso, est considéré par les puristes comme la tête chercheuse de la cuisine biologique et de terroir. Par amour de la terre, il a même créé entre Naples et Salerne son exploitation agricole biologique. À Marrakech, sa proposition consiste à faire avec ce que propose sur place Dame Nature. J'ai une grande passion pour les produits organiques parce que je combats la chimie, je suis contre l'OGM, je suis pour la nature. C'est une vie que je me donne à ça et maintenant le monde il est très ouvert à ça. Ce chef bio, tendance écolo, de joindre le geste à la parole, par la visite du jardin potager aux allures de cérémonial. Et le menu se compose en fonction du succès de la récolte de cet or vert. On a fait les haricots en courte bouillon avec des carottes, des oignons et des céleri. Ce sont des plats pour la diète méditerranéenne. Attendez, ça il y a les protéines végétales qui sont très importantes pour nous. Nous avons fait ces plats en ajoutant des huîtres. Alors c'est un aliment complet. Si on mange ça, c'est bien. Vous l'aurez compris, chez Don Alfonso, l'art culinaire peut facilement séduire les palais les plus délicats grâce aux mets les plus fins. Mais le contenu de l'assiette doit aussi nourrir sans préjudice le corps et par conséquent l'esprit. Cette noble assemblée d'amoureux de belles lettres l'a bien compris en récompensant à l'unanimité et à titre posthume le romancier Mohamed Lefta, un francophile averti devant l'Éternel. Alors il y avait de très talentueux et tueuses jeunes écrivains. Leur tour viendra évidemment, mais c'était, je crois, une priorité très importante de faire connaître Mohamed Lefta. Des écrivains au talent hors du commun, des chefs au diapason qui jouent la partition d'une rencontre subtile entre cuisine contemporaine, tradition et civilisation. Le rendez-vous est pris pour une 3e édition. Comme je vous l'ai dit, Paris se prépare à cette semaine de la haute couture. Je vous propose de faire un tour dans les ateliers pour mieux comprendre cette exception culturelle. Haute couture bien sûr, mais aussi haute joaillerie, haute parfumerie, maroquinerie de luxe, tradition viticole ou distillerie de renom. 25 des sites emblématiques du groupe LVMH en France et en Europe ont ouvert leurs portes au public le temps d'un week-end. Un voyage rythmé par les savoir-faire exceptionnels des artisans au pays de l'audace et de l'excellence. Le but de l'opération, c'est de permettre au public de découvrir le savoir-faire, ce qu'on appelait le patrimoine. Donc c'est toute cette tradition qui fait la différence des grandes marques françaises qui sont bien sûr à l'origine fondées par des grands créateurs. Des grands créateurs dont les idées sur le papier prennent vie grâce au génie des petites mains des ateliers. Le rôle des créateurs est d'animer, d'apporter au goût du jour, mais en se reposant toujours sur ce savoir-faire. C'est moi-même, je vous dis, lorsque je vais dans les ateliers, que je fais visiter à des journalistes, à des gens du public, c'est toujours un moment où je m'arrête, où j'observe ces mains qui sont guidées par un... C'est une vérité, quoi. On ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher à ce niveau-là. Plumassiers, dentelières, brodeurs ou patronnières, leur geste hérité d'une tradition séculaire est aussi léger qu'il est sûr, net et précis. Et les gens sont calmes et observent, et une sorte de... On retrouve des valeurs, et ces valeurs existaient absolument chez nos créateurs, qui respectaient en plus. Il y avait un respect de l'artisan. Respect plus que mérité pour ses doigts de fée bien trop discrets et ses têtes bien faites. Et là, il y a une sorte d'humilité, une humilité du luxe. Ce sont des mots qui ont l'air de s'opposer, mais en fait, le luxe est né de cette humilité entre le créateur et l'atelier, au sens large, qui font que ces maisons ont des vrais fondements. Mais pour qu'opère la magie de la perfection, il faut encore l'alchimie d'une rencontre et que vibrent à l'unisson savoir-faire et création. C'est la combinaison d'un créateur à la rencontre d'ateliers, de parfumeurs, de nez, de couturières. Et c'est cette rencontre-là qui est le fondement de nos maisons. Des fondements qui sont les piliers de la haute couture, une appellation protégée dont seules 12 maisons peuvent se prévaloir dans le monde. Observer une robe de haute couture, bien sûr, c'est magique, c'est le rêve, c'est poétique, c'est les couleurs, les broderies font rêver. Mais lorsqu'on se pose la question tout à coup et que l'on observe
comment cette petite main va tirer son fil, ce travail en commun. Là, on découvre une sorte de réalité. Les gens ne réalisent plus comment les choses se font. Et là, ils voient un geste. Tout à coup, la main réalise des choses juste incroyables. Et ça fascine beaucoup les gens. Je crois que la France a ce savoir-faire incroyable que l'on retrouve dans tous les métiers et qui fait notre différence. Voilà, ce patrimoine-là, il faut le défendre, il faut le transmettre surtout aux générations qui viennent. Ce sont des moments de fierté d'appartenance à nos maisons et fierté d'appartenance à ce terroir qui est incroyable. Et vu le nombre croissant des apprentis au sein des ateliers, l'on peut se rassurer quant à la pérennité de ces savoir-faire. Des ateliers où, en plus de l'amour du travail bien fait, règne cette atmosphère d'un travail effectué dans la joie. L'occasion de redorer le blason de l'artisanat, première entreprise de France, soit dit en passant. Sauf peut-être dans les ateliers Givenchy, réfractaires aux caméras de télévision, drôle de façon de gérer sa communication. Dans les salons de l'hôtel Baudard de Saint-James, dont le grand salon est l'écrin de la maison Chaumet, ce sont les dessinateurs, les sertisseurs, les polisseurs ou les glypticiens qui tiennent la vedette. Ils œuvrent de concert sous la houlette du 12e chef d'atelier de la maison. Partager toutes ces émotions avec le grand public est un privilège pour nous. Une tradition ininterrompue depuis 230 ans et qui possède son propre musée. C'est une première et c'est très... moi je suis plutôt enthousiaste, voilà. Ça me fait très plaisir d'aller à la rencontre du public. J'aime bien expliquer, j'aime bien communiquer avec les gens. Je trouve que c'est une chance exceptionnelle d'avoir un dialogue avec le grand public. Notre métier, c'est de faire briller les étoiles dans les yeux de ceux qui nous regardent. L'occasion de nouer des liens directs avec d'autres acheteurs potentiels à un nouveau métier. Ça, c'est du vrai bon marketing. Qui ne dit mot acquiesce, mais qu'importe puisqu'il nous reste l'ivresse. L'ivresse d'un des rares secteurs d'activité qui ne connaissent pas la crise et dont l'avenir est loin de tenir à un fil. Le moment mode aujourd'hui raconte la saga d'une famille qui, depuis le début du siècle, se passionne pour le cuir et la fourrure, rencontre avec les Salomon. C'est l'histoire d'une famille qui, depuis plus de 90 ans, entretient une histoire d'amour fusionnel avec la fourrure. Une histoire, ça ne s'invente pas, débutée dans la taïga sibérienne. Une histoire de pionniers, mais aussi de visionnaires qui, en 4 générations, a visité tous les métiers du secteur. Depuis la pelleterie jusqu'au podium pour les plus grands noms, mais aussi pour la griche maison, Yves Salomon. Moi, Thomas, donc je suis à la 4e génération. On va dire la saga familiale a commencé en Sibérie, où mon grand-père en fait, a commencé le trading des peaux là-bas. Mon père, Yves Salomon, au moment de la crise, a décidé que le trading des peaux, il fallait passer en fait, à autre chose et a décidé de lancer sa marque. En même temps qu'il a commencé à créer des collections pour les couturiers, où il a commencé avec Mugler, Jean-Paul Gaultier. Et petit à petit, il a décidé de faire de plus en plus de modèles, de pousser la créativité pour les autres et aussi de pousser la créativité pour lui-même. Une façon comme une autre de valider l'adage selon lequel charité bien ordonnée commence par soi-même. Qu'est-ce qui fait qu'une fourrure devient facile à porter? C'est bien sûr le style, les modèles, la manière dont c'est coupé et puis aussi le poids. Parce que notre ambition et notre obsession, je dirais même, c'est que la fourrure doit être archi légère. Et aussi d'affiner les silhouettes. Vous voyez, par exemple, là, on a utilisé un renard, mais on a fait des manches en astrakhan. Donc la silhouette, finalement, est très très fine. Regardez la manche, vous voyez, elle est... C'est presque un pullover. C'est presque un pullover, voilà. Alors celle-là est très intéressante parce que c'est un vison rasé d'une légèreté extrême. Et alors l'intérieur, au lieu de mettre une doublure, il a été imprimé aux armoiries de Révillon d'origine. Voilà. Les plus belles peaux s'achètent aux enchères auprès de 5 grands pays producteurs USA, Danemark, Russie, Finlande et Canada. L'idée vraiment principale, c'est de remettre au jour toute cette culture Révillon, les archives, et repartir sur une modernité en plongeant dans les archives.
Et on a aussi remis au goût des fourrures qui n'étaient pas utilisées, comme le mouton doré, la marmotte. Et ça donne, vous voyez, des impressions sur mouton ou des moutons dorés, par exemple, dont les intérieurs sont imprimés et qui retrouvent donc leur légèreté, puisqu'il n'y a pas de doublure, voilà. Puis tout est taillé bord franc, vous voyez, il n'y a pas de couture. Et donc c'est une manière vraiment complètement nouvelle de repenser ces fourrures qui ont été délaissées pendant pas mal d'années. Grande tendance de la saison, également de mise en matière de fourrure, le mélange des peaux pour de nouveaux volumes et surtout pour plus de légèreté. C'est une pièce un peu, même tout à fait exceptionnelle. Nous avons utilisé le Breitschwanz, qui est quand même l'astracan le plus plat et qui ressemble à du tissu et dont les moirures sont magnifiques, comme vous pouvez le voir. Et alors, on a eu l'idée de faire tout le haut en zibeline. Et on a décidé de teindre la zibeline en noir pour lui donner un aspect un peu différent de la zibeline habituelle. Ça, c'est une première, parce que j'ai rarement vu la zibeline teintée. C'est une zibeline teintée en noir, donc l'ensemble est assez étonnant. Là, on a décidé de le teindre dans un vert sauge. Le chinchilla habituellement est gris et blanc. Oui. Et là, on s'est dit que c'était quand même extrêmement sophistiqué de le teindre. Donc, on a trouvé cette couleur qui est, je crois, assez étonnante. Une sophistication tendance pour une nouvelle clientèle, la working girl. Il faut que ça soit facile et qu'on ait envie de le porter tout le temps. Voilà. Et notre ambition, vraiment, c'est d'arriver à ça. En plus de sa propre griffe, la maison a développé 5 lignes exclusives dont la dernière, intégralement dédiée à l'univers masculin, a vu le jour au cœur de l'hiver. Alors là, le top du top, la mousseline avec de la zibeline noire. L'idée, c'est le glamour et la sensualité, voilà. Si on peut résumer. Du pelletier au créateur de mode, le métier augure aussi de vraies perspectives de développement. C'est d'essayer d'exporter justement ce savoir-faire et puis continuer dans la créativité, toujours apporter de nouvelles matières, de nouvelles idées et continuer justement cette saga familiale et la pousser vers le haut le plus possible. La demande étant très forte, pas d'inquiétude pour cette saga familiale qui a pris le virage du XXIe siècle en peau et en couleur. Pour se tenir au courant des dernières tendances en matière d'art, permettez-moi de vous présenter la Dexter Gallery. Ses 2 fondateurs sont jeunes et beaux, mais pas seulement. Ne tentez pas de chercher les coordonnées de la Dexter Gallery dans quelque annuaire spécialisé d'art contemporain, vous feriez chou blanc. Cette galerie d'art n'existe en effet que virtuellement. Le credo de ses fondateurs, c'est la galerie nomade. Leur talent, c'est amener sans locaux et sans attache une nouvelle génération d'amateurs et de clients vers l'art contemporain. On s'est rencontrés en vacances par un ami et j'ai vu que Marc adorait l'art. Moi, ça fait déjà quelques années que j'ai déjà créé une boîte de courtage. Et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on commence une aventure ensemble, ce qu'on a fait, avec une première exposition en novembre 2009 sur les vanités, qu'on a fait avant le musée Mayol, pour préciser quand même. C'est ce que l'on appelle avoir du flair, normal pour un cornet de Saint-Cyr. Les artistes qui étaient représentés pendant cette exposition, il y en avait une dizaine d'artistes. Il y en avait beaucoup qui n'avaient pas de galeriste, donc on s'est dit qu'on devrait les représenter, parce qu'on y croyait vraiment. Et donc on a créé la Dexter Gallery et on a donc développé le concept de galerie nomade. Pour mettre ces poulets en lumière, pas d'adresse prestigieuse au cœur de Paris, mais des happenings ou des partenariats avec des confrères ayant pignon sur rue. Nous louons à chaque fois des lieux comme ici, comme chez Marie, pour quelques jours, une dizaine de jours ou quelques semaines, pour montrer ou alors un solo show ou alors un groupe show comme on fera à Saint-Germain-des-Prés. Pas de locaux tape à l'œil, leur bureau mobile, c'est avant tout le café du coin. L'argent investi entretient le réseau et sert à bouger de par le monde et à rester à l'affût des bons plans. En gros, il y a un livre d'Atali, Une nouvelle histoire de l'avenir, qui parle de ce monde nomade qu'on a dans les mains tout le temps avec des téléphones, avec Facebook, avec ce monde numérique. Et voilà, et c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et c'est essayer d'adapter un modèle sur un mode de vie. Un business plan clair comme de l'eau de roche, mais qui permet aussi de prendre de la hauteur, comme pour ces enchères consacrées à de jeunes talents contemporains organisées à 30 000 pieds d'altitude, le temps d'un aller-retour Paris-New York. Et quand Papa Cornette officie au marteau... Prochaine étape de l'art numérique, 30 artistes numériques, regardez. Et on commence à combien 400. Les enchères s'envolent. 600.
En fait, on a en permanence des collectionneurs qui sont justement à New York, à Londres, en Suisse, on a quelques-uns en Asie. On est connecté grâce à site internet, on tient tout le monde au courant et on fait des expositions là où ils sont. Des informations partagées en live, un réseau travaillé à l'extrême et des artistes qui finalement se bousculent presque au portillon. Les artistes, c'est assez bizarre, on a une chance insolente pour ça, on les a rencontrés de manière absurde. Ça a toujours été des rencontres assez fortuites. Donc par des amis, par des connaissances, par d'autres expositions, on s'est retrouvés avec un pool de 6 artistes, une écurie de 6 artistes qu'on trouve absolument très talentueux. Mais on s'est jamais dit, tiens, on devrait aller vers tel genre d'artiste ou pas. Non, c'est vraiment... les choix sont imposés à nous, on a juste de tomber devant l'évidence à chaque fois devant tous nos artistes. On n'a pas réfléchi plus d'une seconde à chaque fois, on a toujours dit... on ne s'est même pas concerté, c'était forcément oui à chaque fois. Autant dire que si tu ne vas pas à l'artiste viendra à toi. Une réussite insolente qui pourrait faire grincer des dents sur un marché parfois trop poussiéreux, mais une technique éprouvée et qui mérite quelques explications. Dexter d'ailleurs veut dire de bon augure en latin, et tout ce qu'on fait, en fait, on n'a pas de recherche. C'est-à-dire que Karine Brankovic, par exemple, est une artiste qui est, mariée à un groupe de rock. On a un ami qui faisait un reportage sur ce groupe, qui a rencontré Karine, il nous en a parlé, on l'a rencontré et on l'a signé. On voit beaucoup de choses, malheureusement, il y a toujours 1% de bons artistes et une immense majorité de suiveurs, de refaiseurs, de copieurs. Donc trouver des très bons artistes aujourd'hui, c'est très dur. Enfin aujourd'hui, ça a toujours été le cas, mais donc nous on essaye aussi, mais c'est pour ça qu'on ne s'agrandit pas. C'est que pour l'instant on n'a pas trouvé plus de 6 artistes qui correspondaient à notre vision de l'art dans tous les domaines. On a des sculpteurs, des artistes numériques, on a des dessinateurs, tous les médiums sont là. L'excellence. On veut juste que ce soit des immenses artistes novateurs, ce sont des artistes qui créent des nouveaux langages artistiques. C'est pas l'intérêt. Sinon, il y a d'autres galeries dans le monde entier pour aller voir des superstars. Nous, ce qu'on veut, c'est justement les faire devenir des superstars. C'est les prendre au début, suivre leur carrière, pas à pas, leur monter leur première exposition, croire en eux, parce que c'est ce qu'on fait. C'est que nous, on va pas suivre le marché, on va suivre d'abord, premièrement, des artistes qu'on pense un jour amener tout en haut. Mais pour l'instant, c'est en travaillant main dans la main avec l'artiste, on arrive de plus en plus à faire ça. Nous sommes jeunes, nos artistes aussi, on veut créer la belle histoire ensemble. Une belle histoire qui devrait s'enrichir prochainement de nouveaux personnages, donc de nouveaux artistes à découvrir et à promouvoir en surfant sur la vague du tout numérique.